Bonjour les amis, on est très content de vous retrouver encore aujourd'hui. Bienvenue à la pause RH. Salut les filles, salut Khadija, comment ça va? Coucou, comment vas-tu, Patience? Et Hadi, toi, comment vas-tu? Moi je vais très bien. Moi aussi. Toi ça va? Oui, moi ça super va. bien. Moi je vais toujours bien. Donc contente de vous retrouver. Je suis très très contente, même si on va parler d'une thématique assez C'est toujours un plaisir. Mais très contente de vous retrouver. On est content de vous retrouver et ça nous fait énormément plaisir. Merci pour vos retours, merci pour vos commentaires. Merci à tous ceux qui ont fait l'exercice du dernier épisode. On espère que vous avez pris du temps pour vous, que vous avez pris 2 heures de votre temps pour vous consacrer à vous-même, pour vous consacrer à passer du temps avec vous-même parce que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Et nous savons que si vous avez fait cet exercice, ça va beaucoup vous aider pour éviter 3 choses dont nous allons parler aujourd'hui. Et je pense que c'est une bonne suite, à mon avis, à nos derniers échanges, puisque nous avons parlé d'équilibre vie personnelle, vie professionnelle, et de pouvoir parler de ces notions qui ont trait à la santé mentale. Parce que vous l'aurez constaté, à la pause RH, on parle beaucoup de santé mentale parce que pour nous, l'objectif, c'est de vous poser, de vous donner l'occasion de parler de ce qui vous touche, de ce qui vous titille, de ce qui vous intéresse pour vous permettre de développer votre plein potentiel. Alors, faites ça comme vous voulez, un café, un thé, un bonbon, un biscuit, vous faites ce que vous voulez, vous vous posez et on va parler de burn-out et brown-out. C'est très anglicisé ou anglicisé ou on fait ça comme on veut. Si on n'a pas trop l'accent, c'est pas très grave, mais en fait, ça veut dire on est un peu brûlé. On s'ennuie un peu. Et bon, le troisième, le terme que je voulais utiliser, il n'est pas très correct parce que mes enfants vont dire que j'ai dit un gros mot. Bon, on va simplement dire qu'on est un peu perdu. Voilà. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Voilà. Donc, on va parler d'être brûlé, de s'ennuyer, d'être perdu. Voilà, donc j'espère que vous n'êtes pas perdu, mais en tout cas, si vous êtes là avec nous, vous n'êtes pas perdu. Et ça va être l'occasion de parler de burn-out, de bore-out et de brown-out. Khadija, je vais démarrer avec toi. Parce que je sais que c'est une thématique qui t'intéresse particulièrement et que tu affectionnes. Alors, si on devait définir le burn-out, on dirait quoi? Alors, le burn-out, c'est très simple. C'est l'épuisement physique, émotionnel et mental lié à une surcharge, si c'est dans le monde professionnel de travail, et si c'est dans la vie personnelle, parce que oui, ça existe, de responsabilité. Exactement. Voilà. D'accord. Donc, en effet, si on définit donc en français, c'est vraiment on a tout brûlé. That's it. On est brûlé. On est brûlé. D'accord. On est épuisé. On est physiquement, émotionnellement, mentalement. On n'y arrive plus. On est en mode vraiment pause. Notre corps, notre esprit nous dit que c'est plus possible. On s'arrête. Même si on veut, on peut plus. Waouh. Ben, les amis, en effet, donc ça veut dire simplement que vous êtes une mèche qui est allumée. Donc, quand on est une mèche allumée, on doit faire attention à ne pas brûler trop vite la mèche et à pouvoir se consumer au rythme que la nature a prévu. Khadija, si je te demandais, toi, comment tu conçois le bore-out? Le bore-out, en fait, c'est tout simplement l'épuisement. Quand on est l'ennui plutôt, je voulais dire. Quand on est au travail et qu'on n'a pas une charge de travail conséquente, on s'ennuie, on ne sait plus où donner de la tête parce qu'on n'a plus de valeur ajoutée sur ce que l'on fait. Okay. Donc, comme Hadi l'a dit aussi, je pense que cela aussi se manifeste au niveau chez soi. Lorsqu'on est à un moment où on ne sait plus où donner de la tête, donc là, on est en bore-out. Okay. C'est vraiment la souffrance, une souffrance
Dans l'ennui. Dans l'ennui, lié vraiment à l'ennui, au fait que on est sur des tâches qui n'ont plus vraiment ce challenge-là pour nous. Et finalement, on s'épuise parce qu'on souffre à ne rien faire. Ça également, ça existe. Et si on va sur les aspects d'un point de vue personnel, on a également ce bore-out-là parce qu'on a l'impression que tous les jours se ressemblent. Je me lève le matin, je prends mon café, je vais travailler, je reviens, je suis vide. Ça également, c'est une forme de souffrance. Oui. Alors, j'aime beaucoup cet aspect souffrance parce que, en effet, c'est vraiment l'idée de la souffrance. Et si on s'arrête spécifiquement au bore-out, à cet ennui, à cette absence de valeur ajoutée et qu'on n'a pas, ça m'amène à poser une question sur une pratique qui est courante des fois dans certaines entreprises, la mise au placard. Est-ce que la mise au placard, c'est justement pour susciter, pour entraîner ce bore-out, c'est cette souffrance d'avoir quelqu'un qu'on met dans une situation où elle n'aura rien à faire et elle s'ennuie? Effectivement, bon, peut-être que, on va dire, l'intention derrière n'est pas de faire souffrir. Peut-être que l'intention derrière est de se dire, ok, cette personne-là, on peut vraiment plus collaborer. Elle n'est plus en mesure de pouvoir apporter ce dont on a besoin, puisqu'on ne sait pas vraiment ce qu'on peut faire pour elle. Pour l'instant, on la met en pause sur des tâches qui n'ont pas vraiment une utilité réelle pour l'entreprise. On peut penser que oui, c'est une alternative, mais effectivement, c'est une source réelle de souffrance pour cette personne-là, surtout quand elle aime se sentir utile, elle aime se challenger. Et ce qui se passe, c'est que le collaborateur mis au placard entre griffes va même essayer d'aller faire des tâches qui vont lui nécessiter beaucoup d'efforts, mais qui, at the end of the day, n'ont pas de valeur ajoutée pour l'entreprise. Et donc, elle s'épuise aussi de faire des choses qui ne sont pas vraiment utiles à la fin de la journée. Et effectivement, tout ça sont des causes de souffrance extrême pour la personne qui traverse cela. Pour rebondir sur ce que tu as dit, moi, je vais prendre aussi le côté négatif. Il y a certaines entreprises qui ont ces mauvaises pratiques-là. Lorsque tu veux te séparer d'un collaborateur que tu juges ne plus avoir besoin, donc eux, au lieu de passer par l'étape normale, faire un entretien, faire une séparation à l'amiable, ils préfèrent te mettre de côté et ils se disent que au final, il va partir de lui-même. Et ça, on le voit souvent dans nos entreprises sénégalaises, malheureusement. Donc, ça aussi, il y a ce côté-là où vraiment c'est à déplorer. Franchement, c'est à déplorer parce qu'on est en train de briser des gens. Mieux encore être transparent, faire savoir à la personne que, par exemple, ta performance n'est plus au niveau. Bien sûr, après plusieurs tentatives de l'aider à améliorer sa performance, mais qu'on n'y est plus, il faut qu'on trouve un moyen, soit de l'accompagner à la sortie, mais un discours transparent est quand même nécessaire pour éviter quand même de briser, parce qu'il y a quand même cette dimension humaine-là qu'il faut qu'on garde dans notre métier. Effectivement. Et justement, c'est dans ce que vous venez de partager, ces deux aspects démontrent donc de la responsabilité ou de la part importante qu'on peut avoir en termes de responsabilité quand on est un manager sur la situation de burn-out ou de bore-out de nos collaborateurs. Parce que comme Khadija l'a mentionné, et personnellement, c'est quelque chose que j'ai vécu, ou pas moi, mais j'ai accompagné quelqu'un, une amie qui vivait cette situation de mise au placard parce qu'elle n'était pas en phase avec son manager ou le manager considérait que la personne devenait un risque ou un danger pour sa propre évolution et a décidé de mettre la personne au placard simplement pour la pousser à partir. Et c'est vrai que moi, personnellement, quand j'ai accompagné, et je lui disais, OK, on va jouer à qui va se fatiguer et à qui va s'épuiser. Et donc, en tant que manager, c'est très risqué de jouer à ça parce que non seulement on met donc le collaborateur dans une souffrance véritable parce qu'il ne vient pas au travail
pour être mis dans un coin à lire un journal, parce qu'ils avaient poussé quand même au point de lui enlever son ordinateur, de lui enlever tous les outils de travail, et la personne arrivait avec, prenait un journal et faisait les mots fléchés. Et de l'autre côté, on a les managers qui sont en surcharge de leurs collaborateurs et qui les mettent donc en situation de burn-out. Parce qu'on ne sait pas. Alors, comment on fait en tant que manager pour donner la bonne dose de travail aux collaborateurs? Comment on sait quelle est la bonne dose à donner? Bon, je pense que déjà, il faut aller sur les objectifs. Quand on est manager, on a des objectifs par département. Okay. Donc, quand on a des objectifs, on a du personnel, c'est-à-dire des collaborateurs qui sont là pour t'accompagner à atteindre cet objectif-là. Donc, chaque collaborateur devrait avoir des objectifs. Je pense qu'il faudrait répartir chaque objectif au niveau de chaque collaborateur. Et ainsi, je pense que ce sera plus facile pour faire déjà le suivi et voir aussi qu'est-ce qui manque. Par exemple, si tel collaborateur, on lui a assigné des objectifs qu'il n'arrive pas à atteindre, est-ce que tel collaborateur est débordé ou pas? Est-ce que tel collaborateur s'ennuie? Apprendre à faire le travail d'équipe. Lorsque tel collaborateur n'arrive pas à exécuter ses tâches et qu'il est trop surchargé, essayer de trouver cet équilibre-là, le travail d'équipe, s'entraider. Parce qu'au final, ce qui compte, c'est la performance globale. C'est vrai qu'il y a la performance individuelle, mais si on ne travaille pas en équipe, on n'arrivera jamais à atteindre la performance globale. Donc pour moi, c'est ça. Effectivement. Et peut-être pour ajouter un point, c'est vrai que les objectifs, il faut les suivre, il faut faire des points, mi-parcours et tout. Et je crois qu'il y a également une étape très importante. C'est lors même de la fixation des objectifs. Il faut qu'aujourd'hui, le collaborateur puisse être embarqué dans cette fixation d'objectifs. Il ne suffit pas juste de lui donner des KPI comme ça. Il faut en discuter, lui permettre aussi de voir vraiment ce à quoi il doit s'attendre et de voir s'il faut réajuster ou pas. Et également s'appuyer sur les points que tu as soulevés, de se faire accompagner. Maintenant, il y a ceux-là qui, comme je dis, sont victimes de leur talent. Et qui sont très souvent exposés à cette problématique de burn-out. Ils sont tellement bons qu'on les surcharge, on leur en donne trop. Et souvent, il s'avère que ce sont des personnes qui sont comme des éponges, qui absorbent tellement et qui sont tellement passionnées par ce qu'ils font qu'ils oublient qu'à la fin de la journée, elles ne sont pas des machines. Et je pense qu'en tant que manager également, c'est bien d'avoir des talents dans ces équipes, mais je crois qu'il faut adapter en fonction des années, des exercices, des saisons, leurs objectifs. Ne pas leur donner 3 années successives intenses, parce qu'à la fin de la journée, c'est ça. Le burn-out, c'est pas tant le fait d'avoir beaucoup de travail, mais de l'avoir sans de temps de repos. Donc oui, il faut leur donner peut-être des objectifs intenses parce qu'ils ont les capacités de pouvoir les faire, les atteindre plutôt, mais il faut leur donner également un temps de récupération pour leur permettre de pouvoir continuer à délivrer. Exactement. Et au-delà même des objectifs aussi, le manager doit avoir ce qu'on appelle cette bienveillance-là. Donc, il n'y a pas seulement la partie technique où il faut atteindre les objectifs. Il faut comprendre, connaître aussi ses collaborateurs, savoir jusqu'où ce collaborateur-là peut aller. Parce que des fois, c'est vrai que lorsqu'on est bien, on a l'habitude d'être surchargé, même au-delà de nous. Nous, on a l'habitude d'aider tout le monde, mais au-delà, on a l'habitude de se dire puisque lui il est bon, on va lui donner. C'est une personne, comme tu dis, qui absorbe, mais à un moment, c'est fini. Donc du coup, tu vas perdre, tu risques de rester dans une phase où le meilleur va partir et on a l'impression que l'équipe n'existe plus, alors que c'est lui qui absorbe tout. Donc c'est hyper important d'être près de ses collaborateurs, d'apprendre à les connaître et de savoir comment bien répartir le tout. C'est un équilibre en fait. Et justement, je pense que c'est vraiment très très important cette connaissance et cette prise de conscience de la diversité qu'on peut avoir dans ces équipes et d'accompagner, parce que justement on va avoir le talent, c'est-à-dire le collaborateur qui peut absorber mais une quantité de travail assez impressionnante et qui délivre en temps et en heure ce qu'on attend de lui, et humainement c'est plus facile pour le manager de s'appuyer sur la personne qui va lui apporter
le plus de support et le plus efficacement. Et à côté, on a donc celui qui a moins peut-être de capacité ou de compétences et sur qui il faut mettre un peu plus d'effort ou d'énergie pour lui permettre de délivrer et de ramener à niveau. Et justement, les managers vont avoir ce travers-là, c'est qu'ils vont éviter la surcharge pour eux en termes de management pour faire monter en compétence ceux qui sont un peu moins talentueux et ils vont s'appuyer uniquement sur les talents. Et voilà, donc on va créer ce déséquilibre qui va mettre chacun des deux côtés en souffrance. Donc le talent sur du burn-out et l'autre sur du burn-out. Maintenant, on est tous des RH et j'aimerais bien avoir, Khady, toi, ton avis et ta vue en tant que RH. Là, on a parlé des managers. Et nous avons justement cette hauteur peut-être en entreprise où on peut voir dans le management des équipes ce qui se passe et ce qui arrive. Donc, comment on peut faire, nous, en tant que RH, pour accompagner les managers, déjà pour leur ouvrir les yeux sur ce qui est en train de se faire dans leur quotidien et les risques qu'encourent leurs équipes? C'est une très bonne question, Patience. Déjà, je pense qu'il faut commencer à les sensibiliser, à être beaucoup plus sensibles aux symptômes. En tant que manager, dans ton équipe, tu dois pouvoir être attentif à certains symptômes. Quand ton collaborateur est très irritable, tu sens qu'il vient un lundi au travail, il est totalement épuisé. Tu lui demandes qu'est-ce que tu as fait le week-end, il va te dire j'ai pas fait grand-chose. Il est constamment en train d'être parfois un peu cynique même sur les bords avec les autres, un peu trop irritable, tout le temps à fleur de peau, stressé. Il faut se poser des questions. Il faut se poser des questions. Est-ce qu'il va bien physiquement, émotionnellement, mentalement? Est-ce qu'il y a une charge mentale? Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est d'être sensible aussi à la typologie de communication au sein de ton équipe. Quel genre de communication ton équipe valorise-t-elle plus? Est-ce qu'on est dans un environnement un peu stigmatisant? Ou, par exemple, il y a une expression tellement banale, mais qui, quand même, est problématique chez une femme. Quand une femme vient au bureau, qu'elle est bien jolie, bien préparée, sur ses talons, elle sent bon, elle se sent bien, on a tendance à lui dire toi actuellement là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quelqu'un te gère? Il y a quelque chose qui se passe dans ta vie et tout, comme si le fait de vouloir se présenter bien, de vouloir se sentir bien doit être conditionné à quelqu'un. Et même ça aujourd'hui, c'est une certaine forme de stigmate, c'est cliché de dire ça à une femme. Et donc les managers doivent être également formés sur la communication en tant que telle, qui est utilisée et tout ça. Et donc je pense que s'ils sont sensibles un peu aux symptômes, ils sont très attentifs, ils prennent le temps d'observer leurs équipes, ça peut leur permettre rapidement de pouvoir déceler s'il y a un problème ou pas et corriger. Ça, c'est vraiment la base de tout. Autre chose aussi, c'est qu'en tant que manager, on subit également. C'est-à-dire que le collaborateur, justement, quand tu es super attentif, que tu es accessible, il faut accepter aussi de te dire que je vais recevoir beaucoup. Je serai aussi un réceptacle et c'est également une forme de charge mentale que je vais commencer à avoir. Et toi-même, en tant que manager, tu dois te poser des questions. Est-ce qu'actuellement, je vais bien par rapport à tout ce que je reçois de mes équipes? Mes équipes se plaignent des augmentations, par exemple. Ils se plaignent du fait qu'on n'a pas d'horaire flexible. Ils se plaignent du fait qu'ils n'ont pas de télétravail. Ils se plaignent de ceci ou de cela. Ok, je vais essayer d'ajuster parce que je veux qu'ils se sentent bien. Mais dans tout ça, donc il faut aussi qu'ils soient sensibles à leur propre état physique, émotionnel et mental pour leur permettre justement de ne pas tomber également dans ces problématiques de santé mentale. Super. En effet, effectivement, parce que le manager reste un collaborateur aussi, donc qui lui aussi a des objectifs à délivrer
reçoit les retours de ses collaborateurs et justement cette charge mentale est extrêmement importante et doit pouvoir également être gérée. Donc Khadija, en tant que RH, qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme environnement pour permettre aux uns et aux autres de faire attention à ces symptômes que Khadi a mentionnés, mais surtout pour pouvoir les exprimer et quels correctifs on peut mettre en place quand on est RH? Effectivement. Comme Khadi l'a dit, il faudrait sensibiliser. Ça, c'est la première des choses à faire. Et pour moi, il est important de pouvoir communiquer aussi. Prendre le temps, s'il le faut, créer des ateliers où on discute à cœur ouvert, mais aussi appeler des professionnels qui viennent sensibiliser pour dire que donner un aperçu des signes de burn-out ou de bore-out pour que les gens puissent être alertes. C'est vrai qu'il est important que les managers aussi soient formés, mais eux aussi, ils ont besoin de support. Les managers doivent avoir des personnes à qui parler. Parce que si le collaborateur remonte et que le manager ne remonte pas lui aussi, parce que lui, il a la pression en bas, mais il a la pression du haut aussi. Donc, c'est très important qu'on puisse sensibiliser, communiquer, mais aussi faire des formations coaching, accompagner pour qu'on puisse vraiment essayer d'élaguer s'il y a un problème et prévenir s'il y a quelque chose en vue. Super. Et c'est vraiment très important pour nous en tant que RH. Et là, on parle vraiment à nos collègues RH de mettre en place, et on sait qu'ils font des choses extraordinaires en entreprise, de mettre en place cet environnement qui permet aux uns et aux autres véritablement d'exprimer leur ressenti, de pouvoir exprimer leur vécu de leurs objectifs. Tu en as parlé dans la fixation des objectifs. C'est extrêmement important de pouvoir en discuter, de pouvoir discuter des moyens qui sont mis en œuvre pour pouvoir atteindre ces objectifs-là, de discuter de comment ils vont m'impacter. Et je pense qu'il y a un élément qu'on ne fait peut-être pas beaucoup, justement, c'est cet entretien pour les objectifs. Parce qu'on fait beaucoup les entretiens d'évaluation, mais il faut avoir ce processus, avoir les entretiens de fixation d'objectifs. Personnellement, je demande à tous mes managers d'avoir cet entretien au moment de la signature du contrat objectif, d'échanger avec le collaborateur pour voir tous les aspects. Parce que si on donne des objectifs beaucoup trop ambitieux et que les moyens ne suivent pas, on va brûler la personne. Et si on lui donne des objectifs pas assez ambitieux et qu'on ne lui donne pas assez, elle va s'ennuyer. Et dans l'un ou l'autre cas, on se retrouve dans une situation de souffrance. Et c'est très important. Il y a une troisième souffrance dont on ne parle pas encore beaucoup et qui passe des fois inaperçue. Et c'est le burn-out. Et pour en discuter, je pense qu'il va être important de faire appel à la coach parce que là, on va vraiment sortir du cadre professionnel parce que ça, même si on vit le burn-out et le bore-out autant sur le plan professionnel que personnel, je crois personnellement que le burn-out fait vraiment appel à des notions sur lesquelles Ousmina va nous être d'une grande aide. Donc, on va dire Ousmina au secours. On va y arriver. Et donc, avant ça, Khadi, si je voulais te demander comment tu définis le burn-out. Alors, le burn-out, c'est vraiment cette perte de sens totale. Par exemple, dans le milieu professionnel, c'est lorsque on n'est plus en alignement avec ce que nous faisons. C'est-à-dire, nos valeurs vont à l'encontre de ce qu'on fait. On se pose des questions véritablement sur qui je suis réellement et est-ce que celle que je suis ou celle que j'aime être est en accord avec ce que je suis en train de faire. Et là, honnêtement, ça va dans une dimension très, très profonde parce que c'est la perte de sens. Et on est en souffrance également parce qu'on n'est plus aligné. Les valeurs que nous avons vont à l'encontre de ce que nous faisons. Et ça, c'est une réelle problématique et je pense que coach Ousmina pourra vraiment nous apporter ses tips et son expertise dans la matière. En effet, coucou Ousmina.
Merci de nous avoir rejoints. Bonsoir, Ousmina. J'espère que vous allez bien. Je trouve que nous sommes dans un sujet super intéressant qui vraiment fait appel à tout le monde. Oui. Hommes, femmes, enfants, tout le monde se retrouve là-dedans parce que le fait de perdre du sens à sa vie et par rapport, que ce soit dans le domaine professionnel ou personnel, c'est quand on a déjà mentalement, émotionnellement, physiquement, on n'arrive pas à se retrouver. Mais ça, c'est quoi la question qu'il y a derrière? Pourquoi en fait on se retrouve dans cette situation? Oui. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à cette situation extrême où on n'arrive même plus à savoir qui nous sommes? C'est le cumul de tout et de tout. On se dit tout le temps il faut travailler parce qu'on a besoin d'argent, je suis une mère, il faut que je sois présente pour mes enfants, je suis une épouse, il faut que je sois présente pour mon conjoint, je dois faire ceci, je dois faire cela, je cumule. Au travail, vous avez parlé de cela tout à l'heure, où la personne a tellement de talent qu'on se dit que si c'est pas elle, personne d'autre peut le faire. Donc on lui donne énormément de charges de travail. Et cette même personne, quand elle rentre chez elle, elle a encore son ordinateur et énormément de tâches encore à faire et de rapports à rendre pour le lendemain. Du coup, elle n'est pas présente réellement, consciente de ce qu'elle est et ce qu'elle est en train de faire au travail parce qu'elle est tout le temps en train de courir pour l'atteinte des objectifs ou bien pour rendre des rapports ou bien des choses. Et en même temps, à la maison, la personne n'a plus le temps et pour ses enfants et pour son conjoint ou sa conjointe. Et la personne se perd parce qu'en réalité, elle se dit « je cours pourquoi ?» En réalité, c'est quoi mon bonheur? D'où vient la question de la loi de la réflexion dans le livre de John Maxwell où il dit il faut savoir prendre une pause. Parce que prendre une pause permet à la croissance de nous rattraper. Le fait de vouloir tout le temps courir après tout, après les objectifs, après ceci, après cela, après l'argent parce qu'il faut nourrir la famille, il faut faire ceci et cela, on se perd et on oublie l'essentiel. Parce qu'on s'oublie soi-même. Qu'est-ce qui est important? C'est faire une pause, s'asseoir, réfléchir et se dire où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que je veux réellement? C'est quoi ma priorité? Qu'est-ce qui est vraiment important? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour cela? Parce qu'il ne faut pas réfléchir aussi dans le vide. Il faut réfléchir, il faut se mettre dans les conditions. Patience peut vous pouvoir aimer peut-être danser, regarder une vidéo drôle, aller à Las Palmas. Je veux. Las Palmas, je veux. Ou bien tout simplement être dans son lit 1 heure ou 2, réfléchir, se poser ou prendre une semaine, faire un break pour se dire réellement où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que je veux faire, où est-ce que je veux aller. Donc je pense que c'est important de pouvoir réfléchir et de pouvoir savoir aussi qu'est-ce qui nous met bien. Au lieu de se mettre à courir dans tous les sens, à cumuler les choses au travail, il faut éviter cela et avoir des moments de ressourcement. C'est-à-dire des moments où tu te dis, toute la journée, même si je dois travailler 8 heures, 16 heures, toutes les heures ou toutes les 2 heures, je dois prendre 5 minutes. Il faut de la récupération. Exactement. Pour me ressourcer, regarder une vidéo drôle, lire le Coran ou bien ouvrir la Bible, avoir des livres dans son bureau où tu as des citations, tu as des passages vraiment qui te remontent et qui te reboostent. Ou bien appeler sa mère ou son père, en tout cas une personne qui nous aime et qui nous permet de vraiment de nous retrouver et de nous sentir vivants. Parce que c'est très important. Exactement. Et merci infiniment. Tu vois, on avait raison de t'appeler au secours. Merci d'être venu. Et en effet, tu as posé plein de questions extrêmement intéressantes et qui amènent justement, qui alimentent cette réflexion que nous avions. C'est de dire véritablement la perte de sens. Et moi, la question pertinente que tu as posée et qui résonne en moi, c'est de dire pourquoi je fais ce que je fais. C'est véritablement pourquoi je suis là. Parce qu'il y a une question fondamentale qu'on ne se pose certainement pas, ou peut-être qu'on se pose et parce qu'on n'a pas la réponse, justement, on court justement dans tous les sens parce qu'on essaye de trouver cette réponse. C'est quel est le but de ma présence sur Terre? Beaucoup de gens se posent cette question, qui je suis?
où je vais? Je suis là pourquoi? Et cette question, pour moi, elle est fondamentale. Et c'est elle qui va, si on n'a pas la réponse à cette question, c'est ça qui va nous emmener à être vide de sens, à essayer de combler nos vides de plusieurs choses et de courir dans tous les sens et de courir après différents lièvres parce que justement, on ne sait pas quel est le bon lièvre, quel est le lièvre qu'on poursuit. Donc, Khadim, moi, c'est vraiment de se dire humainement comment on peut répondre à cette question et de se dire pourquoi je suis là. En général, la réponse à ces questions, on la retrouve beaucoup dans ce qui nous anime. Et ce qui nous anime, moi je pense que ce sont nos valeurs. On est fondamentalement, parce que ce sont nos valeurs, en fait on s'appuie sur nos valeurs pour faire ce que nous faisons. Parce qu'on va être aligné à ces valeurs-là. Ces valeurs-là, elles sont internes, elles nous boostent, elles nous donnent une certaine forme d'orientation à chaque fois que nous devons prendre une décision, à chaque fois que nous faisons quelque chose dans la vie. Et pour savoir pourquoi je suis là, pourquoi je fais ça, quelle empreinte je veux laisser, sont les questions qui nous permettent justement de pouvoir aller toucher ce vide-là et le remplir. Mais on se base sincèrement sur nos valeurs, sur ce qui nous motive, elles sont vraiment au plus profond de nous et même un tout petit peu sur nos croyances aussi. Un tout peu sur nos croyances. Et donc, il faut aller identifier ces valeurs motrices. Parce qu'on a beaucoup de valeurs qu'on se partage. Elles peuvent être motrices comme non motrices. Il faut aller chercher celles-là qui sont vraiment nos moteurs et se dire, OK, ces valeurs-là, comment est-ce que je les vis au quotidien? Comment est-ce que je veux les transmettre? Comment est-ce qu'elles je peux les porter pour porter des messages, par exemple? Et généralement, ce burn-out-là, qu'on perd le sens total, c'est justement aller chercher. Et c'est quand on cherche, on va retrouver ces valeurs-là, qu'on se rend compte qu'on n'est pas aligné. Et peut-être que ce qu'on fait, c'est pas ce qui est fait pour nous. Elles ne nous permettent pas de porter le message qu'on souhaite porter, de laisser cette empreinte qu'on souhaite laisser. Et donc, allez chercher vos valeurs, celles-là motrices surtout, qui vous permettent de vous lever chaque matin, d'aller chercher quelque chose, d'avoir un but dans la vie. Et une fois que vous les identifiez, appuyez-vous sur elles pour pouvoir maintenant voir quelle trajectoire vous souhaitez donner à votre vie. Exactement. Et justement, tu as dit le mot qui m'intéressait et que je cherche depuis, c'est ce but. Pourquoi je cours? Pourquoi je vais où? Je cours pour aller où? Je travaille pour quoi? Et Ousmina en a parlé. Est-ce qu'on travaille pour gagner de l'argent? Est-ce qu'on se marie simplement pour faire des bébés? Est-ce qu'on fait des bébés juste pour qu'on nous appelle maman? C'est véritablement quel est le sens de la vie? Et il y a cette thématique, elle revient souvent dans les grands orales du laboratoire où on a le sens de la vie. Oui, quel est le sens de la vie? Quel est le sens de ma vie? Pourquoi je cours? Et je crois personnellement que ça, c'est un grand lien avec également, tu l'as mentionné, les croyances, la spiritualité. Donc, Ousmina, toi, dans les coachings, comment est-ce que le lien à la spiritualité permet de mettre en mouvement les personnes que tu accompagnes? Très bien, c'est une question très profonde. C'est vrai qu'en réalité, il faut avoir une grande foi. Il faut rajouter obligatoirement la spiritualité à sa vie. C'est ce qui nous permet de nous recentrer, d'avoir un focus et aussi de définir la question du pourquoi. Parce que dès l'instant où on trouve le pourquoi on se lève tous les matins en cours, le pourquoi il faut absolument se réveiller le matin et courir, cette question du pourquoi en fait, c'est comme notre essence. C'est-à-dire, quand tu montes dans ta voiture, tu sais qu'il n'y a pas d'essence, tu ne peux pas démarrer. Et dès que tu vois que l'aiguille de l'essence, justement, est en train d'être au rouge,
tout de suite, tu es en mode, il y a quelque chose qui te dit au fond de toi, Il faut aller à la écoute, station. il faut aller à la station, il faut recharger encore. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est vrai que quand on a le pourquoi, on a la réponse, c'est-à-dire moi, je peux dire, tout ce qui me motive à me réveiller le matin, c'est parce que je veux offrir le meilleur à mes enfants. Je veux que mes enfants vivent la plus belle vie, une très belle vie. Je veux leur offrir vraiment, répondre à leurs besoins. D'accord? Et dès l'instant où j'ai ce besoin, quand je me réveille le matin et que je me rends compte que j'ai pas assez d'essence, je suis pas assez motivée, j'ai mon pourquoi qui revient dans ma tête. J'ai mes enfants qui sont couchés à côté là. Je sais que c'est mon essence. Ils sont là. Et je veux donner le meilleur. Il faut identifier et en fait. je veux être un exemple pour eux. Je veux faire ceci, je veux faire cela. C'est ça qui nous permet vraiment de faire ce qu'on doit faire. Mais en plus de ça, si on rajoute la foi, c'est que on est tous là sur terre parce qu'on sait qu'on a quelque chose à apporter au monde. Mais aussi, pour savoir ce qu'on a à apporter au monde, il faut vraiment le ressentir et le retrouver, le fouiller au fin fond de sa spiritualité et de sa foi. Parce qu'on a beau dire, oui, je vais faire ceci, je vais faire cela. Au Sénégal, on dit très souvent, Inch'Allah. C'est par la grâce de Dieu qu'on le fait. Et si on est conscient que tout ce qu'on fait, on a beau avoir la force, on a beau avoir l'énergie et tout, si on doit le faire et si on réussit à le faire, c'est par la grâce de Dieu, c'est parce qu'il y a une puissance qui nous dépasse. Il y a quelqu'un, il y a une spiritualité au-delà de nous qui nous donne encore plus de force pour réellement faire ce qu'on doit faire. Et donc, quand on guide et on accompagne les personnes, on se rend compte qu'elles sont perdues, on leur demande. Tout à l'heure, il y a Khadi qui a parlé de la roue de la vie et tout. Quand ils mettent les pourcentages et les points dans la roue, pour chaque point, spiritualité, famille, éducation et tout, professionnel, la personne essaie de voir à quel niveau elle a besoin de booster son énergie ou bien qu'elle a besoin de renforcer pour être elle-même et pouvoir se retrouver. Et le plus souvent, c'est quand on perd un peu en spiritualité et qu'on est tellement perdu qu'on se demande, mais est-ce que Dieu existe? Donc, il faut repartir au fin fond de sa source pour se ressourcer dans sa spiritualité et avoir encore plus de force et retrouver cette croyance qu'on a à cette super puissance pour nous drainer et retrouver notre pourquoi. Génial, j'adore parce que justement, oui, il y a cette superpuissance et je pense moi personnellement que si on est là, c'est parce qu'elle a voulu, comme on le dit, c'est par sa grâce parce que personne n'a choisi d'être là, personne n'a choisi ses parents, on n'a pas choisi nos pays, certains ils auraient choisi d'autres pays. J'avoue. Voilà. Bon, on est bien content d'être là où on est, mais justement comme tu dis, quand on est en baisse d'énergie, quand on sait que le réservoir va être vide, il est vraiment important de retourner à la source. Et la véritable source, c'est le divin supérieur. Parce que c'est lui qui sait. Et les questions qu'on peut avoir, c'est important de pouvoir les lui retourner pour avoir les bonnes réponses. Parce qu'on peut se poser des questions, mais l'environnement dans lequel nous sommes et les informations qu'on peut recevoir de l'environnement peuvent parasiter notre raisonnement et nous donner les mauvaises réponses. Parce qu'aujourd'hui, on le voit, pour beaucoup agissent. Pourquoi? Parce que je veux être vue. Pourquoi je fais ce que je fais? Parce que je veux être aimée. Parce que je veux être, célèbre ou autre. Beaucoup de femmes arrivent en situation de burn-out ou de bore-out et au final de brown-out parce que pourquoi je fais ce que je fais? Pourquoi je me lève le matin et je cours dans tous les sens pour essayer d'être la meilleure mère, la meilleure épouse, la meilleure maman ou la meilleure si? Mais simplement parce que j'ai envie d'être aimée et parce que j'ai besoin de l'amour des autres. Et pourtant, ce n'est pas ça la bonne réponse. La bonne réponse, ce serait de dire, voilà, parce que je suis un être créé pour faire quelque chose et je m'aime et je m'aime déjà assez. Donc, je n'ai pas besoin de faire tout ça pour être aimée. Et Khadi, moi, la question que j'aurais pour toi, c'est véritablement, on a parlé justement de cette question de spiritualité
Et on a souvent le sentiment que la spiritualité, c'est quelque chose qui doit se vivre en dehors de l'entreprise. Et comment on fait pour accompagner nos collaborateurs, justement pour pouvoir les recentrer quand ils arrivent dans ces situations-là, pour les recentrer et pour qu'ils puissent aller à la station? Oui, oui. Effectivement, moi je pense que la spiritualité, elle guide tous nos pas professionnels. Honnêtement. Parce que comment moi je la vis cette spiritualité-là en entreprise, c'est de me dire que quand j'aime mon collaborateur, je suis beaucoup plus bienveillante, je suis beaucoup plus empathique, je suis beaucoup plus à l'écoute. Et donc, j'ai également, on va dire, cette responsabilité spirituelle de m'assurer que les personnes avec lesquelles je travaille, déjà, je n'empiète pas sur leur liberté, je leur donne suffisamment d'écoute pour qu'elles se sentent soutenues et que je leur apporte également tout ce qu'il leur faut pour pouvoir atteindre un tout petit peu les objectifs professionnels qui leur sont fixés. Et donc, le manager doit toujours garder à l'esprit cette dimension-là. Il faut manager avec sa tête, mais beaucoup avec son cœur. Avec sa tête, lorsque tu sais que l'objectif c'est ça, tu as fait les simulations, tu as les métriques, tu sais que voilà ce qu'il faut faire, la stratégie à adopter, mais avec son cœur, en se disant que je travaille d'abord avec des hommes qui sont certes talentueux, mais ils sont avant tout des hommes. Et dans la manière dont j'interagis avec eux, dans la manière dont je les accompagne à grandir, je suis en train de, on va dire, vraiment vivre cette dimension spirituelle-là. Et moi, j'estime qu'elle est extrêmement importante, surtout au niveau de manager. Parce qu'en étant manager, en encadrant des équipes, on a cette possibilité soit de faire briller, soit de briser. Et donc, il faut bien choisir lequel des deux B on veut avoir, lequel des deux B on veut avoir comme palmarès dans notre parcours professionnel. Et effectivement, cette dimension spirituelle-là, il faut la garder à l'esprit dans nos interactions, dans la manière dont nous gérons les équipes et nous dire qu'on peut faire briller comme on peut briser. Déjà là, comme il y a les émotions qui disent Amen très fort. Patience, attends, je vais te rappeler une carte dans les accords Toltec qui dit il faut remplacer la peur par l'amour. Donc je te laisse rebondir dessus. Comme je sais que tu es experte en accords Toltec. C'est ce que j'allais dire parce que justement, et c'est génial de justement arriver aux accords Toltec parce que le rôle de manager justement dans les accords nous donne justement de comprendre qu'on a ce rôle créateur. On a ce rôle créateur dans tout ce qu'on fait. On peut créer une réalité dans la personne, par ce qu'on fait, par les paroles qu'on donne, par les actes qu'on pose, on crée une réalité. Et c'est tellement puissant ce que tu dis, de savoir quel est le B qu'on veut être. Est-ce qu'on veut être celui qui fait briller ou celui qui brise? Parce que si on n'agit pas en tant que cette entité spirituelle qui a la capacité de faire briller, on va agir comme l'autre entité spirituelle qui a la capacité de briser. On ne va pas citer les contemporains. Donc, on se connaît, on sait tu vois? Donc, en entreprise, il est vraiment important que chacun, et même dans la vie de tous les jours, dans le couple par exemple, chacun des conjoints doit savoir ce qu'il veut être, celui qui fait briller ou celui qui brise. En tant que parent, pour nos enfants, on doit savoir ce qu'on veut être, celui qui fait briller ou celui qui brise. Parce que nos paroles, nos actes, tout ce qu'on fait, véritablement va créer une réalité. On a ce pouvoir créateur. Et ce pouvoir créateur, il est divin. Il est divin, donc on ne peut pas se départir de cette part de divinité qu'on a en nous et mal l'utiliser sur nos collaborateurs, sur les personnes qu'on a sous notre responsabilité. C'est extrêmement important. Et je ne sais pas, toi, Ousmina, dans tes accompagnements, est-ce que les personnes, particulièrement quand on est entrepreneur, parce qu'on a encore un pouvoir créateur beaucoup plus grand, parce qu'on crée une structure, on crée un environnement, comment est-ce que tu accompagnes, toi, tes coachés pour qu'ils aient une vraie compréhension de ce pouvoir? D'accord.
La compréhension du pouvoir, enfin de la foi, elle est vraiment personnelle, vous savez. Parce que quand on accompagne la réalité, on peut pas dire il faut faire ceci, il faut faire cela. On pose des questions, on laisse les coachés répondre. Et souvent, on se rend compte qu'il y a des personnes qui ne mettent pas forcément la foi en avant. Ils se disent non, c'est une question de chance, si je l'ai réussi cette fois-ci, c'était juste un coup de chance. La prochaine fois, peut-être ça peut bien se passer, comme ça peut ne pas bien se passer. Chacun en fait a sa manière de percevoir et de concevoir ce degré de spiritualité ou bien de foi. Parce que parfois, tu rencontres aussi des personnes qui te disent qu'ils ne croient pas en Dieu. Et ils croient juste en ce qu'ils font, en leur capacité, en leur talent, en leurs compétences, mais ils ne mettent pas forcément Dieu au cœur de ce qu'ils sont en train de faire. Donc ces personnes, tu poses des questions, tu les laisses répondre et ils essaient de se retrouver eux-mêmes. Et au fur et à mesure, ils comprendront qu'en réalité, au-delà de nos compétences, au-delà de nos talents, il y a toujours une force beaucoup plus forte que cela qui va toujours nous ramener à notre essentiel. Exactement. Toujours. Et c'est au fur et à mesure qu'on avance dans l'accompagnement qu'ils s'en rendent compte. Et c'est à ce moment maintenant qu'on peut toucher où ça fait mal et leur faire prendre conscience de cet aspect. Génial. Et c'est tellement important. Et comme tu dis, il y aura toujours cette puissance qui va nous ramener à l'essentiel parce qu'en effet, on est comme, c'est comme les autres entités, les autres êtres. Un poisson hors de l'eau, il meurt. Un arbre hors du sol, il meurt. Donc, un humain hors de Dieu, en mon sens, il meurt. Ou alors hors du spirituel. En tout cas, hors de ce que vous avez, de ce en quoi vous croyez. Il est désorienté. En mon sens, il est véritablement désorienté. Et lorsqu'on n'arrive pas à bien articuler tous ces différents aspects, cette charge de travail, ces objectifs qu'on peut avoir, cette répartition de notre temps, nos valeurs, on va se retrouver en train de vivre donc ces situations qu'on peut avoir de burn-out, de bore-out ou de burn-out. Et aujourd'hui, il est vraiment essentiel pour les uns et les autres de comprendre que voilà, ce n'est pas qu'aux autres de nous aider, mais c'est également à nous. On est totalement responsable, on l'a assez dit ici. Alors Khadija, quel conseil tu donnerais, à nos amis pour se sortir de ces situations-là parce que l'objectif c'était vraiment de comprendre ces notions pour pouvoir en sortir ou pour les prévenir. Comment on peut prévenir le burn-out et ses autres amis et comment on s'en sort? D'accord. Déjà, pour les 3B, il faut reconnaître. Ça, c'est la base parce que tu ne peux pas vraiment l'éviter ou en guérir si tu en es atteint, si tu ne prends pas le temps de dire là, je souffre ou je suis épuisée. Il faut vraiment déjà accepter qu'on est en situation de mal-être, reconnaître qu'on est vraiment, être attentif aux différents symptômes. Ensuite, en parler. Important. Quand on est en situation de souffrance ou de mal-être, en général, on a du mal à en sortir tout seul. On a besoin d'échanger avec des experts. Ça peut être via des thérapies, via des cercles de parole, avec un psychologue, voire un mentor qui a eu à vivre un épisode comme ça dans sa vie, ou un coach, entre autres. Donc, essayez d'en parler pour pouvoir sortir. Et pour finir maintenant, en fonction de la spécificité. Si c'est un burn-out, moi, je dirais, on est épuisé parce que justement, on veut être une éponge, on veut faire de grandes choses, on veut toujours aller au-delà, faire beaucoup. Il y a une phrase de Youssoupha qui me revient très souvent, le rappeur. Si tu ne peux pas faire de grandes choses, fais de petites choses avec grandeur. Exactement. C'est magnifique. Cette phrase, elle est très puissante à mon avis. Donc, n'essayons pas tout le temps de faire des grandes choses parce que par moment, on a besoin de récupérer. Faisons des petites choses avec grandeur. Faisons des petites choses. Pour ceux-là qui sont vraiment en situation de bore-out,
qu'on soit parce qu'on a été mis au frigo ou bien parce que nous-mêmes on commence à s'ennuyer, les tâches deviennent vraiment chronophages, il faut appliquer la stratégie Ocean View. C'est vrai qu'on en parle plus oui, qu'on est en mode professionnel, qu'on est sur un projet et tout, mais nous-mêmes notre vie professionnelle ou personnelle, c'est un projet. Ben oui. Donc je regarde ce projet-là, c'était ça la cible, c'était ce que je voulais atteindre. Mais peut-être qu'il faut que je me réadapte, il faut que je change de stratégie, il faut que je change de département, il faut que je change d'entreprise. Il faut que je change de métier. Voilà, de métier. Khadija a changé de rémunération. Faire un 360. Il faut, quand on est en mode ennui, on fait une pause et puis on se dit qu'est-ce que je peux changer, jusqu'à hauteur de quoi je peux aller pour retrouver un tout petit peu ce challenge-là qui me nourrit. Et quand c'est un burn-out, c'est vraiment cette dimension profonde dont on a parlé. Il faut peut-être même faire une pause, aller chercher le but qu'on essaie de trouver à travers la spiritualité, à travers les échanges, vraiment à travers ces valeurs-là, nos croyances. On fait une pause et on va chercher ce but-là. Et ça, par contre, c'est un exercice personnel. Ouais. Parce que nul ne peut mieux connaître ou comprendre ce qui t'anime. C'est quoi ton moteur? Tu dois aller le trouver. Toute personne sur cette terre doit faire l'exercice d'introspection, de se dire c'est quoi mon moteur? C'est quoi mon leitmotiv? C'est extrêmement important. Voilà un peu ce que je peux donner comme tips. Merci énormément. Merci les filles vraiment d'avoir partagé ça. C'était magnifique parce qu'en effet, quelle que soit la situation par laquelle vous pouvez passer, prenez le temps de faire des pauses parce que demain sera toujours plein. Le travail ne se terminera jamais. Vous aurez toujours un agenda chargé. Vous aurez toujours une cuisine avec plein de vaisselle dans l'évier. Vous aurez toujours quelque chose qui traîne quelque part dans la maison. Vous aurez toujours quelque chose à faire. Alors, vous ne pourrez pas tout faire à tout moment. Et comme Khadi l'a dit, si vous ne pouvez pas faire de grandes choses, faites de petites choses, mais avec grandeur. Et on espère vraiment que vous apprendrez à faire de petites choses. Et les petites choses sont extrêmement importantes parce que ce sont les petits changements qu'on met en place de manière régulière qui deviennent un mode de fonctionnement, qui deviennent un système qui va vous permettre de grandir et de vivre pleinement votre vie. Alors prenez une pause et nous espérons que la pause que nous avons donnée et ce temps de pause vous a aidé à mieux comprendre ces problématiques. Comme d'habitude, vous faites ça comme vous voulez. Un café, un thé, un bonbon, un biscuit. C'est comme vous voulez et nous, on vous dit à la prochaine. Au revoir. Au revoir.